Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants dans la Loire des partis politiques pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Résilience, un rendez-vous animé par Jean-Marc Chazot. Bonjour, premier numéro de ce nouveau magazine, c'est Résilience, crise sanitaire oblige, c'est par visioconférence que nous retrouvons Lionel Bouchet, vous êtes président de l'UDI dans la Loire, Pierrick Courbon, représentant du Parti Socialiste, Robert Kerulac, responsable du Parti Les Républicains, Bonsoir. Et puis on va avoir Olivier Longeon d'Europe Écologie Les Verts qui s'est excusé, mais on le retrouvera très prochainement. Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes tous élus locaux et c'est avec vous, Pierrick Courbon, que l'on va commencer. Vous êtes conseiller départemental. La question du report des élections régionales et départementales au mois de juin prochain, élections qui étaient prévues initialement au mois de mars prochain, mais aussi sur la perspective d'élections par correspondance. C'est une bonne chose. Votre avis sur la question, Pierrick? Alors, sur ce point-là, le Parti socialiste a toujours fait preuve de responsabilité par rapport à la violence de la crise sanitaire et de la seconde vague épidémique que nous connaissons. On devait avoir le congrès du Parti socialiste au mois de décembre et il a été reporté sine die. Et effectivement, on voit mal dans ces conditions comment on aurait pu maintenir le calendrier électoral du mois de mars en l'état, parce que la priorité absolue, c'est effectivement de répondre à la crise sanitaire. Et je pense qu'il faut à tout prix éviter qu'on connaisse lors des élections départementales et régionales le fiasco des élections municipales et notamment du deuxième tour où on a bien vu d'une part que les gens n'avaient pas la tête aux joutes électorales, certains ont eu peur d'aller voter et surtout les candidats, je suis bien placé pour le savoir, n'ont pas pu faire campagne. Une campagne électorale, par définition, c'est des réunions, c'est des rencontres directes, des contacts sur le terrain, ce que la crise sanitaire ne nous permet pas de faire. Donc, il faut effectivement que nous puissions véritablement connaître une décrue épidémique avant d'envisager de pouvoir parler de campagne électorale parce que ça serait indécent finalement de commencer une campagne électorale aujourd'hui en pleine vague épidémique. Pour autant, notre système démocratique doit continuer de vivre. Il faut qu'on puisse faire vivre le débat démocratique dans notre pays. Donc autant je suis d'accord sur un report de quelques semaines, quelques mois, autant je ne partage pas l'avis de certains qui voudraient reporter à après les présidentielles les scrutins locaux. Pour ça, différentes pistes ont été proposées pour finalement permettre à notre système démocratique d'être plus résilient en cas de crise sanitaire, catastrophe naturelle ou autre. Et donc, on a ressorti la question du vote par correspondance. Moi, je n'ai pas un avis tranché sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut en tout cas réfléchir et ouvrir largement la réflexion sur différentes modernisations de notre système électoral. Ça passe peut-être par la question du vote par correspondance. Certains réfléchissent à la question du vote électronique. Il y a d'autres possibilités aussi qui mériteraient d'être étudiées. Par exemple, ce qui se passe en Angleterre où on vote sur plusieurs jours et en semaine où on a des bureaux de vote qui sont un petit peu décentralisés. On peut voter au pied de son immeuble, sur son lieu de travail. C'est pas à imaginer. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà de la question on va dire, de la manière dont on va voter, des conditions du scrutin, je pense que le meilleur moyen pour lutter contre la tendance à la baisse de la participation, c'est d'avoir d'une part des élus locaux et des élus nationaux qui tiennent leurs engagements, qui font ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils font d'une part. Et puis, je pense que l'une des priorités aussi, c'est de pouvoir avancer sur la reconnaissance du vote blanc qui, j'en suis persuadé, ramènerait un certain nombre de nos concitoyens aux urnes. Voilà, Robert Kerulac, votre avis, vous partagez le même avis que Pierrick Courbon? Sur la nécessité d'un report, oui, tout à fait. C'est la position d'ailleurs majoritaire chez les Républicains, pour la simple et bonne raison, comme cela a été dit, qu'une élection, ce n'est pas seulement une journée de vote, mais c'est bien entendu une campagne qui est absolument nécessaire pour rencontrer nos concitoyens, pour échanger avec eux, pour faire des propositions, essayer bien évidemment de les faire partager le plus et le mieux possible. Et donc, on doit avoir une durée raisonnable de campagne. Et je pense que le minimum, c'est plusieurs semaines et disons autour de 2 mois. Et il faut effectivement qu'il y ait des conditions sanitaires qui permettent la rencontre et l'échange direct avec le public. On ne peut pas faire une campagne uniquement par visioconférence. Après, sur le fonctionnement de la démocratie, il faut que le délai de report soit
raisonnable. Et je pense que 3 mois, ça l'est, hein, pour le coup. Sur de nouvelles modalités de vote, nous sommes très ouverts aussi chez les Républicains pour engager une réflexion, que ce soit le vote par correspondance, que ce soit le vote à distance par voie électronique, que ce soit éventuellement effectivement une élection répartie sur plusieurs jours. Il faut bien évidemment s'assurer que ces nouvelles modalités garantissent la sincérité et l'honnêteté du scrutin. Donc c'est un enjeu quand même qui est considérable. Il faut aussi, je pense, qu'il y ait un consensus de la part de l'ensemble des forces politiques, mais ça permettrait sans doute d'avoir des mobilisations supérieures à celles qu'on a connues lors des précédentes élections. Je veux dire qu'il y a un paradoxe français quand même, c'est qu'il y a une attente énorme par rapport aux politiques et à la politique, et on le voit notamment dans la crise sanitaire que nous connaissons. Les livres politiques sont pour beaucoup des succès d'édition absolument extraordinaires, notamment ceux des anciens présidents de la République, quel que soit leur bord politique. Et en même temps, il y a une espèce de désamour qui se manifeste au moment des élections, et il faut justement trouver un moyen de réconcilier nos citoyens avec la politique, mais surtout, je pense, avec les urnes et avec les élections, les rendez-vous électoraux, et pour cela, envisager des modalités plus modernes, plus contemporaines, à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, ou des modalités qui facilitent la possibilité de ne pas nécessairement se déplacer, donc le vote par correspondance. Eh bien, ça permettrait sans doute de renforcer cette participation. Lionel, votre avis, Lionel Boucher? Écoutez, déjà, merci de votre invitation, cher Jean-Marc. Une manière de réconcilier les Français, les Ligériens, les Stéphanois avec la politique, c'est de laisser les représentants des familles de courants de pensée de s'exprimer. Et votre initiative est salutaire en cela, et elle devrait, à mon sens, essaimer dans les grands médias, puisque il est difficile d'attirer les gens à nous si on ne peut pas leur parler. Je crois que le premier thème que vous avez évoqué, il est consensuel. Le report aujourd'hui des échéances, qu'elles soient régionales ou départementales, au mois de juin ne pose aucune difficulté dans aucun des partis politiques. Aucune des formations ne s'élève contre. En revanche, il ne faut pas jouer non plus avec la démocratie. Il ne faudrait pas, par exemple, que la problématique du Covid soit une excuse pour aller trop avant, passer cette période de vacances et nous retrouver avec des élections locales qui seraient trop en lien avec les élections nationales et notamment la reine des élections, l'élection présidentielle. On voit aujourd'hui que l'élection présidentielle impulse une dynamique qui donne souvent une majorité très importante à l'Assemblée nationale. Et je crois que dissocier les élections locales des élections nationales, c'est aussi permettre un nécessaire rééquilibrage des choses. Et donc, je crois qu'il est important qu'on ne dépasse pas ce mois de juin pour pouvoir organiser les échéances. Ensuite, sur les modalités. À titre personnel, et je crois que c'est aussi l'avis de Jean-Christophe Lagarde, le président national de l'UDI, nous sommes très opposés au vote par correspondance. Déjà parce qu'il mettrait le scrutin sous un joug hypothétique, mais possible, notamment de grève, de syndicats de la Poste qui prendraient d'un seul coup une ampleur très importante dans la vie démocratique du pays. Et je crois que ça, ce n'est pas souhaitable. De la même manière, tous ceux qui participent au bon déroulement de la démocratie le savent, quand on envoie des documents, souvent il en revient, des NPAI, ça représente parfois jusqu'à 2000, 3000, 4000 enveloppes qui vous reviennent. Comment seraient réceptionnées ces enveloppes? Seraient-elles mal utilisées dans une circonstance de vote par correspondance? Moi, je crois que nous n'y sommes pas prêts. Et puis, très honnêtement, le retour que nous avons de la dernière élection, celle du président des États-Unis d'Amérique, pour moi, me donne pas à avoir une excellence dans ce système de vote par correspondance. En revanche, aujourd'hui, vous payez vos impôts par Internet, vous faites toute votre démarche administrative par Internet, nous parlons par Internet, nous avons accès à nos codes bancaires, nos coordonnées bancaires par Internet. Il y a des systèmes aujourd'hui qui sont parfaitement sécurisés et qui permettent peut-être de réfléchir. À ceci près qu'il ne faudrait pas que des groupes d'intérêt
armés de tablettes, se rendent directement au domicile des gens pour essayer d'influencer le vote et ou de le faire de manière insidieuse. C'est vrai que le vote dans l'isoloir en présentiel est quand même le dernier endroit où l'on peut s'exprimer sereinement, où la femme et le mari peuvent chacun dans leur isoloir s'exprimer différemment. Personne n'a à donner son avis sur un vote qui appartient à chacun. Et honnêtement, je trouve quand même que la démocratie, c'est pas la Star Academy et qu'elle mérite que la démocratie mérite qu'on se déplace et qu'on prenne 10 minutes de son temps, un dimanche de temps en temps, pour venir voter. Merci beaucoup, messieurs. Deuxième partie de ce rendez-vous Résilience, c'est la mise en valeur d'un point d'actualité locale. Lionel, on va commencer avec vous. Le point qui a retenu votre attention, c'est quoi cette semaine ? Alors, il y en avait beaucoup, évidemment, mais ça sera un qui a plusieurs entrées. C'est la crise économique et sociale qui est devant nous à travers notamment les emplois à Kidilis Group, à Saint-Chamond, où nous avons 250 salariés qui vont se retrouver en difficulté. Ça fait écho au groupe Danone qui va licencier 500 personnes. Et ça fait aussi écho aux annonces du président de la République qui maintient fermés les restaurateurs, les bars dans nos communes. Tous ces gens vont se retrouver dans de grandes difficultés. Ça nous annonce une année 2021 extrêmement complexe. Et ma crainte aujourd'hui, elle est qu'il y ait un effondrement de la bulle immobilière parce que si vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand vous êtes caution personnelle sur votre bien professionnel, eh bien vous ne pouvez plus payer vos prêts, donc les banques vous les reprennent. Il y a un risque d'effondrement de la bulle immobilière. C'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement anxiogène. Et moi, je souhaiterais que le gouvernement prenne sa part et demande notamment aux banques que nous sommes venus tous individuellement aider en 2008 pour sauver le système bancaire français, et bien que le gouvernement demande aux banques de venir aider directement les particuliers et pas simplement par les PGE en direction des entreprises qui sont garantis à 90% par l'État, donc par nos impôts. Pierrick Courbon, le point d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine, c'est quoi ? Il est aussi naturellement en lien avec la crise sanitaire et ses conséquences, puisque j'ai appris cette semaine que la grande collecte de la Banque alimentaire était pour la première fois annulée en raison justement de cette crise sanitaire, ce qui est terrible puisqu'on est dans une situation où on est confronté à un afflux de personnes en besoin d'aide alimentaire sans précédent pour les semaines et les mois qui viennent. On a, avec cette crise sanitaire, une crise sociale terrible, sans doute historique depuis les décennies qui se présentent devant nous, avec l'entrée en pauvreté de 1 million de personnes supplémentaires au niveau national. Je rappelle qu'à Saint-Étienne, on est dans une ville où on a un Stéphanois sur 4 qui vit déjà sous le seuil de pauvreté. Et malheureusement, on sait bien que cette statistique terrible risque de s'aggraver dans les semaines et les mois qui viennent, avec des étudiants qui n'auront plus de petits boulots d'appoint, des retraités à petite retraite, des travailleurs pauvres aussi, qu'on rencontre de plus en plus dans divers secteurs d'activité et qui vont être bénéficiaires de la solidarité et de l'aide alimentaire. Donc, la difficulté à laquelle va être confrontée la Banque alimentaire qui fournit un certain nombre d'associations de solidarité, c'est véritablement un manque de denrées, puisque cette collecte annuelle qui avait lieu le week-end prochain permettait généralement de refaire une partie considérable des stocks nécessaires à la période hivernale. Alors face à ça, naturellement, la Banque alimentaire va piocher dans sa trésorerie pour acheter directement un certain nombre de produits. Mais j'ai vu aussi qu'un certain nombre d'initiatives de solidarité étaient mises en place sur notre territoire, puisque si on ne peut pas organiser de grandes collectes dans les magasins, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Je prends par exemple le cas du quartier de Côte-Chaude que je connais bien, c'est là où je suis élu en tant que conseiller départemental. Les associations du quartier, dans toute leur diversité, se sont unies pour proposer des points d'apport de collecte de denrées au profit de la Banque alimentaire sur le quartier. Donc les Stéphanoises et les Stéphanois qui veulent contribuer à cet effort peuvent aller donner quelques produits de première nécessité, quelques produits alimentaires. Voilà, je pense que c'est une belle illustration de la solidarité chère à notre ville, mais aussi des difficultés qui vont être les nôtres dans les semaines et les mois qui viennent. Robert Carulac, on va finir avec vous. Alors vous, le point d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine,
c'est quoi? Je partage ce qui a été dit concernant la solidarité, hein, elle est vraiment indispensable et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gestes d'associations de quartiers, hein, qui se sont mis en place pour essayer malgré tout d'organiser des collectes en lieu et place de celles initialement prévues par la Banque alimentaire et également un certain nombre d'épiceries solidaires, hein, qui fonctionnent, hein, qui sont soutenues d'ailleurs par la ville de Saint-Étienne et qui organisent également des collectes dans leurs locaux, hein, de manière à pouvoir se réapprovisionner, sachant que la Banque alimentaire, comme le rappelait Pierre Courbon, fait des efforts sur le plan financier, hein, donc dans le cadre des soutiens qui lui sont apportés, pour acheter un certain nombre de denrées et être en capacité de les distribuer. Si on est un peu plus optimiste, on ne peut que saluer évidemment ce type d'initiative et se dire que la solidarité, c'est vraiment plus qu'une tradition stéphanoise, hein, c'est un mode de vie, c'est un mode de partage qui nous caractérise véritablement. J'ajouterai à cela la réouverture des commerces, hein, là aussi la ville est aux côtés des commerçants depuis le début de cette crise, hein, le maire Gaël Perdriau sur le terrain avec Pascal Lacour et Catherine Grousson, les élus au commerce. Et nous avons soutenu et nous avons milité, aussi bien sur le plan local que sur le plan national, pour une réouverture immédiate ou la plus rapide possible des commerces, ces choses faites. Alors les commerces, bien entendu, ce sont des emplois, ce sont des personnes qui ont investi, qui ont parfois tout investi dans leur activité, hein, pour être indépendants, pour pouvoir faire vivre justement celle-ci et aussi s'investir dans le développement économique de la ville. Donc leur réouverture est quelque chose vraiment de très important, de très essentiel, d'autant plus que la situation antérieure était tout à fait incompréhensible, hein, pour nos partenaires du commerce, puisque les grandes surfaces étaient ouvertes. Enfin, il y a eu un certain nombre de confusions sur les librairies, un certain nombre de produits essentiels, inessentiels, avec une classification pour le moins incontestable, sachant qu'un livre, ça peut être tout aussi essentiel qu'un produit alimentaire, même si évidemment la fonction finale n'est pas la même. Donc on sort un peu de cette période de confusion, on fait confiance aux commerçants, on fait confiance à leur sens des responsabilités, et c'est aussi pour Saint-Étienne et le cœur de ville, mais aussi les quartiers, eh bien, une forme de vie et de convivialité qui va pouvoir redémarrer. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier numéro donc, de ce nouveau magazine Résilience. On se donne rendez-vous la semaine prochaine autour de nouveaux sujets d'actualité. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette première. Et on se dit à très vite. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.